Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne innovenaturopathie.com. Abdelaziz El Mansouri, naturopathe, nutrithérapeute, micronutritionniste certifié. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la dépression et me poser avec vous la question de savoir si la dépression était une maladie mentale ou si au contraire c'était un symptôme d'inflammation. Donc, afin d'aborder cette présentation, nous allons passer par plusieurs étapes. Donc, la première étape, ce sera l'état des lieux et les perspectives. Ensuite viendront le lien entre la dépression et l'inflammation. Ensuite, nous parlerons des causes courantes d'inflammation et de dépression. Et pour terminer, nous finirons avec une réflexion finale et des recommandations. Donc, l'état des lieux et les perspectives. Donc, la plupart d'entre vous se font l'idée que la dépression et d'autres problèmes de santé mentale sont causés par un déséquilibre des produits chimiques, en particulier la sérotonine et la noradrénaline dans le cerveau. Et cette idée, en fait, elle est si profondément ancrée dans nos psychismes collectifs qu'il semble presque sacrilège de la remettre en question. Bien sûr, Big Pharma a joué un rôle dans la perpétuation de cette idée. Les antidépresseurs qui sont basés sur la théorie du déséquilibre chimique représentent un marché de 10 milliards de dollars aux États-Unis. Rien que les États-Unis, en fait, c'est 10 milliards de dollars. Donc, d'après le rapport fourni par l'entreprise IQVIA, la France est aujourd'hui le 5e pays dans le classement des pays qui consomment ce genre de produits. Elle est 5e pays derrière l'Allemagne. Et la prévision pour 2023 la place en 7e position derrière le Brésil et l'Italie. Donc, selon le CDC, 11% des Américains de plus de 12 ans prennent des antidépresseurs. Et ce sont les deuxièmes médicaments les plus prescrits après les hypocholestéroléniants, comme les statines par exemple. On sait que c'est le produit le plus rentable de Big Pharma. On pourra en revenir sur ce sujet quand on parlera du cholestérol et de la fraude du cholestérol. Donc les médecins ont prescrit 254 millions d'ordonnances d'antidépresseurs en 2010. 254 millions d'ordonnances d'antidépresseurs en 2010. De nouvelles recherches, cependant, suggèrent que la dépression peut être principalement causée par l'inflammation. Pourtant, aussi populaire que soit devenue cette théorie, elle est truffée, donc la théorie chimique, elle est truffée de problèmes. Par exemple, la réduction des niveaux de noradrénaline, de sérotonine et de dopamine ne produit pas de dépression chez l'homme, même si elle semble le faire chez les animaux. Le deuxième point, c'est que bien que certains patients déprimés aient de faibles taux de sérotonine et de noradrénaline, la majorité n'en ont pas. Plusieurs études indiquent que seuls 25% des patients déprimés ont de faibles niveaux de ces neurotransmetteurs. Troisième point, certains patients déprimés ont des taux anormalement élevés de sérotonine et de noradrénaline. Et certains patients sans antécédents de dépression en ont de faibles taux. Donc, on peut se poser la question de savoir si la dépression n'était pas causée par un déséquilibre chimique après tout. Donc plus précisément, que se passe-t-il si la dépression elle-même n'est pas une maladie, mais le symptôme d'un problème sous-jacent? C'est exactement ce que nous disent les recherches les plus récentes sur la dépression. Une nouvelle théorie appelée modèle de dépression par cytokine immunitaire soutient que la dépression n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un signe multiforme d'activation chronique du système immunitaire. Pour le dire clairement, la dépression peut être un symptôme d'inflammation chronique. Donc, le lien entre la dépression et l'inflammation. Un grand nombre de recherches suggèrent maintenant que la dépression est associée à une réponse inflammatoire chronique de bas grade et s'accompagne d'un stress oxydatif accru. Donc, dans un excellent article de synthèse de Berkenal, les auteurs ont présenté plusieurs éléments de preuve étayant le lien entre dépression et inflammation. Donc, on va les énumérer. Donc, le premier point, c'est la dépression est souvent présente dans les maladies inflammatoires aiguës. Ça, c'est le premier point. Des niveaux d'inflammation plus élevés augmentent le risque de développer une dépression. Le troisième point, c'est l'administration d'endotoxines qui provoque une inflammation chez des personnes en bonne santé, déclenche des symptômes dépressifs classiques. Un quart des patients qui prennent de l'interféron, par exemple, un médicament utilisé pour traiter l'hépatite C, qui provoque une inflammation importante, développe une dépression majeure. Donc, c'est un quart des patients qui prennent l'interféron développent une dépression majeure.
L'autre point, c'est la rémission de la répression clinique est souvent associée à une normalisation des marqueurs inflammatoires. Donc, lors d'une réaction inflammatoire, des produits chimiques appelés cytokines sont produits. Les chercheurs ont découvert au début des années 80 que les cytokines inflammatoires produisent une grande variété de symptômes psychiatriques et neurologiques qui reflètent parfaitement les caractéristiques déterminantes de la dépression. Fait intéressant, il a été démontré que les antidépresseurs, en particulier les ISRS, réduisent la production de cytokines pro-inflammatoires comme par exemple l'interféron IFN et augmentent la production de cytokines anti-inflammatoires. Il modifie également l'expression génique de certaines cellules immunitaires impliquées dans les processus inflammatoires. Cela suggère que les antidépresseurs de type ISRS sont anti-inflammatoires, ce qui expliquerait leur mécanisme d'action si l'inflammation est l'un des principaux moteurs de la dépression. Donc si on part sur ce principe, on peut se dire que le fait que les ISRS sont anti-inflammatoires, cela va apporter une action qui va réduire l'inflammation et donc on se pose la question à savoir si l'inflammation n'est pas l'un des principaux moteurs de la dépression. La recherche sur ce sujet est robuste et le lien entre la dépression et l'inflammation est désormais bien établi. Mais si la dépression est principalement causée par l'inflammation, la question évidente qui se pose est qu'est-ce qui cause l'inflammation? Donc, les causes courantes d'inflammation et de dépression, si vous suivez notre blog depuis un certain temps, vous savez que l'inflammation est à l'origine de presque toutes les maladies modernes, y compris le diabète, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, les allergies, l'asthme et l'arthrite. Alors peut-être cela ne devrait pas être aussi surprenant que la dépression soit également causée par l'inflammation finalement. Donc l'inconvénient de cette connexion est que notre alimentation et notre mode de vie moderne sont pleins de facteurs qui provoquent l'inflammation et donc la maladie. Je pense notamment aux oméga 6, aux farines blanches, etc. Enfin les cavaliers de l'apocalypse comme je les appelle. L'avantage en fait de ceci, c'est que si nous nous attaquons à ces facteurs et que nous réduisons l'inflammation, nous pouvons prévenir et même inverser les maladies inflammatoires chroniques qui sont devenues un élément incontournable de la civilisation industrielle. Selon les auteurs de l'article de revue Berkenal, que j'ai référencé dans plusieurs articles, les causes les plus courantes d'inflammation associées à la dépression sont les suivantes. Premièrement, le régime. Il y a plusieurs problèmes avec l'alimentation moderne, comme je viens de le dire. Elle est riche en aliments qui provoquent une inflammation, comme la farine raffinée, l'excès de sucre, les graisses oxydées rances, les graisses trans et un large éventail de produits chimiques et de conservateurs. Et elle contient peu d'aliments qui réduisent l'inflammation, comme les acides gras oméga 3 à longue chaîne, les aliments fermentés et les fibres fermentescibles. Donc de nombreuses études ont associé le régime alimentaire occidental à un trouble dépressif majeur. Le deuxième point, c'est l'obésité. L'une des conséquences les plus néfastes de l'alimentation moderne a été l'augmentation spectaculaire de l'obésité. L'obésité est un état inflammatoire. Des études ont montré des niveaux plus élevés de cytokines inflammatoires chez les personnes obèses. Et la perte de poids est associée à une diminution de cytokines. Donc l'obésité est étroitement liée à la dépression. Et bien que cette relation soit probablement multifactorielle et complexe, l'inflammation semble jouer un rôle important. La santé intestinale, c'est le prochain point. Il a été démontré que les perturbations du microbiote intestinal et les fuites intestinales, c'est-à-dire la perméabilité intestinale, contribuent à l'inflammation et sont corrélées à la dépression. Par exemple, un intestin qui fuit permet aux endotoxines, appelées lipopolysaccharides, ou LPS comme nous avions dit dans la vidéo précédente, de s'échapper de l'intestin et de pénétrer dans la circulation sanguine, où elle provoque la libération de cytokines inflammatoires. Et de nombreuses études ont lié des changements défavorables aux bactéries habitant notre intestin à un trouble dépressif majeur. Donc le prochain point, ce sera le stress. Le stress peut être l'une des causes les plus évidentes de la dépression, mais le lien entre le stress et l'inflammation est moins bien connu. La recherche a montré que le stress psychosocial stimule le réseau de cytokines pro-inflammatoires, y compris les augmentations du TNF-alpha et de l'IL-1. Ces augmentations de cytokines inflammatoires sont à leur tour étroitement liées aux symptômes dépressifs, comme je l'ai décrit ci-dessus. Donc l'autre point, ce sera l'activité physique.
Il existe une quantité énorme de preuves indiquant que l'exercice est un traitement efficace contre la dépression, dans de nombreux cas aussi efficace ou plus que les antidépresseurs. Il a également été démontré que l'exercice prévient la dépression chez les personnes en bonne santé, sans symptômes préexistants. Il est intéressant de noter que si l'exercice produit initialement les mêmes cytokines inflammatoires associées à la dépression, celles-ci sont rapidement suivies de l'induction de substances anti-inflammatoires. C'est ce qu'on appelle un effet hermétique, lorsqu'un facteur de stress initial provoque une réponse compensatoire dans le corps qui a des conséquences positives à long terme. L'autre point, c'est la privation de sommeil. Il a été démontré que la perte de sommeil chronique augmente les marqueurs inflammatoires, même chez les personnes en bonne santé. Et bien que la privation temporaire de sommeil a été utilisée pour améliorer thérapeutiquement la dépression, la perte de sommeil chronique est un facteur bien connu contribuant au développement de la dépression en premier lieu. L'autre point, c'est l'infection chronique. On sait que l'infection chronique, en fait, les infections chroniques produisent une inflammation continue. Il n'est donc pas surprenant de voir que la dépression est associée à Toxoplasma gondii, au virus du Nil occidental, au Clostridium difficile et à d'autres agents pathogènes. Le prochain point, c'est les caries dentaires et les maladies parodontales. Les caries dentaires et les maladies parodontales sont une autre source d'inflammation chronique et donc une cause potentielle de dépression. Selon une vaste étude portant sur plus de 80 000 adultes, les chercheurs ont découvert que les personnes souffrant de dépression étaient plus susceptibles de perdre leurs dents et même avoir pris en compte plusieurs facteurs démographiques et de santé. Donc, l'autre point, ce sera la carence en vitamine D. De faibles niveaux de vitamine D sont courants dans les populations occidentales et il existe de plus en plus de preuves établissant un lien entre la carence en vitamine D et la dépression. La vitamine D module les réponses immunitaires à l'infection, notamment en réduisant les marqueurs inflammatoires comme le TNF-alpha et l'IL-1, comme on l'a cité un petit peu plus tôt, qui sont associés à la dépression. Donc, il a été démontré qu'une supplémentation en vitamine D pour normaliser les taux sériques de 25D réduisait les marqueurs inflammatoires dans certains cas. Même pas. Elle les réduisait dans certains cas. Donc, pour arriver à la réflexion finale et les recommandations, la découverte au début des années 80 que les cytokines inflammatoires produisent tous les signes et symptômes caractéristiques de la dépression aurait dû faire sensation. Pour la première fois, les scientifiques avaient découvert une classe de molécules étroitement et systématiquement associées à la dépression et lorsqu'elles étaient administrées à des volontaires sains, produisaient tous les symptômes nécessaires au diagnostic de la dépression. Malheureusement, la théorie du déséquilibre chimique continue d'être le paradigme dominant pour comprendre la dépression, près de 30 ans après cette découverte profonde. Malgré la faible corrélation entre la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine et les symptômes dépressifs, il y a probablement plusieurs raisons à cela. Et vous auriez raison de penser que l'une de ces raisons pour lesquelles on ne veut pas bouger sur ce sujet, cette raison elle est d'ordre financier. Mais bon, je laisserai cette discussion pour une autre fois. L'importance de cette découverte, en fait, elle est énorme, parce qu'en fait, ce qu'on se dit, c'est que d'un point de vue de l'honnêteté, quoi. Tant pour les patients que pour les cliniciens, cela déplace notre objectif de considérer la dépression comme une maladie causée par un déséquilibre chimique, il faut bien le comprendre. À partir du moment où ce n'est pas créé par un problème chimique, la réponse est ailleurs. Donc, de donner des substances chimiques, c'est pas forcément ce qui va nous aider. Donc, si cette approche est nécessaire, cela nécessite, cette approche qui nécessite souvent des médicaments pour être corrigé aux symptômes d'un problème sous-jacent plus profond. En fait, si le problème est ailleurs, cela conduit également à des voies de traitement entièrement nouvelles. Donc, beaucoup sont plus efficaces et plus sûrs que les antidépresseurs. Et ça, nous l'avons démontré à maintes reprises. Donc, comprendre les racines physiques de la dépression peut avoir un effet profond sur les personnes qui en souffrent. Et bien que la stigmatisation entourant la dépression ait diminué ces dernières années, beaucoup de personnes déprimées portent toujours le fardeau de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles et que la dépression qu'elles vivent est de leur faute. En fait, c'est un des gros problèmes.
Lorsque mes visiteurs, par exemple, souffrant de dépression, apprennent qu'il existe une cause physiologique sous-jacente à leurs symptômes, ils ressentent souvent un formidable sentiment de soulagement et d'autonomisation, en fait. De plus, lorsque nous nous attaquons à cette cause sous-jacente, leur humeur s'améliore considérablement et ils réalisent rapidement que le jugement de soi et la honte qu'ils ressentaient à propos de la dépression étaient déplacés et injustifiés. Donc, une fois qu'ils ont fait ce constat, enfin, je ne veux pas dire que les facteurs émotionnels et psychologiques ne jouent pas un rôle important dans la dépression. Dans de nombreux cas, ils le sont. Cependant, l'hypothèse de la médecine traditionnelle conventionnelle selon laquelle la dépression est exclusivement causée par ces facteurs chimiques n'est évidemment pas vraie. Et donc, trop souvent, ces autres causes sous-jacentes potentielles restent inexplorées. Le médecin prescrit un antidépresseur, le patient le prend, et c'est la fin de la discussion. Débrouille-toi avec ça, quoi. Dans cet esprit, dans l'esprit que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez faire si vous souffrez de dépression, vous pouvez suivre par exemple ces 2 étapes. La première, ce serait d'adopter un régime et un mode de vie anti-inflammatoire. Cela signifie avoir une alimentation riche en nutriments et des aliments complets, dormir suffisamment, gérer le stress, pratiquer une activité physique appropriée, ni trop peu, ni trop, et nourrir vos intestins. Donc pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez nous contacter sur innovnaturopathie.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Ou vous pouvez poser votre question juste en dessous et je vous promets de répondre du mieux que je peux. Donc le deuxième point, c'était aussi de rechercher les causes sous-jacentes de l'inflammation, seul ou avec l'aide d'un bon praticien en médecine fonctionnelle. Pour ceux qui n'en connaissent pas, contactez-moi. On verra ce qu'on peut faire pour vous. Explorer d'autres causes possibles d'inflammation qui pourraient contribuer à la dépression. Ceux-ci peuvent inclure les problèmes intestinaux, tels que les SIBO, les intestins qui fuient, les dysbioses, les infections, etc. Donc les infections chroniques virales aussi peuvent jouer un rôle. Les infections chroniques bactériennes, fongiques, les faibles niveaux de vitamine D, les caries dentaires et les maladies parodontales, ainsi que l'exposition aux métaux lourds et aux moisissures ou d'autres biotoxines obstructives comme l'apnée du sommeil ou plus encore. Enfin, il y a énormément de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Donc, je vais vous indiquer une fois de plus de revenir vers moi si vous avez besoin de plus de conseils. Et ce sera la fin de cet épisode. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et de vous demander de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.